Bonjour à tous, bonjour Cécile. Bonjour Alexia. Nous vous retrouvons aujourd'hui donc pour vous donner les dernières infos Sur sur l'année cette fin d'année. 2023. Voilà. Donc dans un premier temps, nous allons aborder quelques chiffres qui vont évoluer sur le début de l'année 2024. Donc on va parler du SMIC et de l'augmentation de la cotisation AGS. Ensuite, Cécile. Moi, je vais vous faire part d'une petite information sur justement les informations qu'il faut communiquer à vos salariés depuis le 1er novembre. On fera un rappel sur la médecine du Petites travail. obligations sur médecine du Comme travail, quoi. une piqûre de rappel ne fait jamais de mal Mmh. pour repartir d'un bon pied sur le début d'année. Et puis, on va terminer par une bonne nouvelle. Le Père Noël est passé en avance cette année. Petite info sur la prime de partage de valeur pour la fin. Une info que nous venons d'avoir récemment, le SMIC va augmenter donc au 1er janvier 2024 et donc va passer à 11,65 €, donc au lieu de 11,52 €. Ça, c'était donc la dernière augmentation qu'il y avait eu au mois de mai. Donc voilà, nous voilà repartis pour une petite Nouvelle augmentation en janvier. au mois de janvier. Une autre modification à venir donc pour 2024 est donc la cotisation AGS. Donc cette cotisation permet de garantir le paiement des sommes dues aux salariés en cas de procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Donc pour rappel, c'est une cotisation 100% patronale et donc elle passera au taux de 0,20% contre 0,15 actuellement. Pas de modification sur le salaire net des salariés, mais augmentation un petit peu des charges patronales. Donc voilà, les premières infos pour 2024. Et alors après, si on veut terminer l'année correctement, nous avons alors la directive européenne de 2019 qui continue d'être transposée progressivement en droit interne. Donc la loi DD-ADUE du 9 mars 2023 se met en application progressivement avec différents décrets qui paraissent. Nous avons donc un décret du 30 octobre qui rend obligatoire depuis le 1er novembre une série d'informations à communiquer à vos salariés. Rien d'exceptionnel à communiquer à vos salariés, c'est des choses qu'on avait déjà l'habitude de faire, certains petits détails en plus, mais voilà, c'est important de le savoir. Maintenant, c'est obligatoire puisque nous avons un texte de droit interne qui vous contraint à communiquer ces informations. De quelles informations s'agit-il? Eh bien, il y a des informations qui sont à communiquer de manière urgente après l'embauche du salarié dans les 7 jours et d'autres où vous avez le premier mois suivant l'embauche pour les communiquer. Idéalement, il faudrait tout faire en même temps, Oui. comme ça il n'y aura pas d'oubli. Autant tout faire en même temps, bien entendu. Alors, ce que vous devez communiquer dans les 7 jours qui suivent l'embauche de votre salarié, ce sont des informations complètement indispensables, tout à fait logiques. L'identité des parties qui contractent dans le contrat de travail, le nom de l'employeur, le nom du salarié. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. C'est la moindre des informations, oui, savoir avec qui on va travailler. Tout à fait. Donc, vous devez leur communiquer ensuite le ou les lieux de travail. Effectivement, s'il y a différents lieux de travail, vous les communiquez. Vous communiquez l'adresse de l'entreprise si elle est différente des lieux de travail. Vous communiquez à votre salarié son poste, ses fonctions, la catégorie socio-professionnelle à laquelle il appartient, employé, ouvrier, technicien, agent de maîtrise, cadre. Vous lui communiquez sa date d'embauche, bien sûr, c'est important. S'il s'agit d'un CDD, vous allez lui communiquer la date de fin du CDD. Et puis ça, si vous décidez de mettre une période d'essai, ce que nous conseillons toujours, mais qui parfois peut être négocié entre les parties avant l'embauche, si vous décidez de mettre une période d'essai, bien entendu, il faut la communiquer à votre salarié. Si vous ne l'avez pas fait, il n'y a pas de période d'essai. Vous allez lui communiquer également les éléments de rémunération indiqués séparément, y compris les majorations pour heures supplémentaires, la périodicité et les modalités de paiement. On paye tous les mois, on paye par virement, etc. Vous allez lui communiquer sa durée de travail, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, ou ses aménagements sur une autre période, si vous avez un aménagement du temps de travail sur l'année par exemple. Vous lui communiquez les conditions et possibilités de recours aux heures supplémentaires. Donc les heures supplémentaires, c'est celles qui sont faites au-delà de 35 heures, au-delà d'un temps plein. Ou les heures complémentaires, on parle d'heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, dont le temps de travail est contractuellement inférieur à 35 heures et qui vous allez demander de faire des heures en plus de leur temps partiel. Le cas échéant, vous communiquerez également les modalités sur les changements d'équipe pour le travail en équipe successive alternante. Ça, c'est des informations qu'on communique rapidement, des informations qu'on peut communiquer un petit peu plus tard, mais encore une fois, tout en même temps, c'est bien. Voilà. Après, ça, ces informations-là, c'est ce qu'on a dans le contrat de travail. Jusque-là, voilà, c'est normalement, pas une surprise. tout est déjà fait. Voilà, de transmettre ces informations. Donc, dans le mois qui suit l'embauche, vous leur communiquez les droits à la formation. Ça, effectivement, c'est quelque chose de nouveau dans vos obligations.
Vous leur communiquez la durée des congés payés, vous leur communiquez les procédures à observer en cas de cessation de la relation de travail, les conventions et accords collectifs applicables à l'entreprise, aux salariés, et puis les organismes de sécurité sociale et de protection sociale desquels ils relèvent, avec éventuellement des conditions d'ancienneté à avoir pour pouvoir En bénéficier bénéficie. de ces Oui. organismes de prévoyance Mm. notamment, puisque la prévoyance peut être soumise à une condition d'ancienneté. Ces informations sont communiquées de manière classique par contrat de travail, par DPAE, déclaration préalable d'embauche, par bulletin de salaire. On a des informations un petit peu partout. Vous pouvez aussi les communiquer par un autre moyen avec un renvoi plus facile aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, ce qu'on pourra par exemple faire pour le droit à la formation. Le salarié aura accès à la formation professionnelle dans les conditions prévues par un article du Code du travail. Ensuite, si vous avez un salarié que vous décidez d'envoyer à l'étranger, vous allez avoir des informations particulières à le communiquer s'il s'agit d'un déplacement de plus de 4 semaines. Dans ce cas-là, vous l'informez du ou des pays dans lequel vous l'envoyez à l'étranger, la durée pour laquelle il va être en déplacement. Vous lui communiquez la devise servant de paiement à sa rémunération, les avantages en espèces et en nature, si c'est le cas, liés aux tâches concernées, et puis les renseignements indiquant si un rapatriement est prévu et s'il est organisé, les conditions de rapatriement. Si cette fois-ci, vous envoyez votre salarié en détachement pour une prestation de service dans un autre État membre de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, vous allez lui communiquer la rémunération à laquelle il aura droit en vertu du droit applicable dans l'État d'accueil. On a nos obligations en France, mais il y a aussi des obligations dans les pays dans lesquels on envoie les salariés. Le cas échéant, vous allez lui communiquer les informations propres à son détachement et les modalités de remboursement, de voyage, de logement, de nourriture. Et puis surtout, vous allez lui communiquer l'adresse du site internet national mis en place par l'État d'accueil, donnant les informations détaillées sur les conditions de travail et d'emploi applicables aux travailleurs détachés sur leur territoire. Donc dans l'espace économique européen, il y a systématiquement un site officiel qui précise toutes ces obligations et le socle minimum que vous devez garantir aux salariés. Et donc ce site-là doit leur être communiqué. Un petit mémo pour les salariés expatriés. Vous devez les informer de leur situation au regard de la protection sociale et de la possibilité d'adhérer à la Caisse des Français à l'étranger. Parce qu'en effet, les salariés que vous expatriez, donc pour une longue durée, ne sont plus du tout couverts par le régime français de sécurité sociale. Il faut qu'ils le sachent parce que leur droit ne se poursuit pas. Et vous avez la possibilité de les faire adhérer à la Caisse des Français à l'étranger. Donc ça peut effectivement être un choix opportun et ça se contractualise. Par quels moyens peut-on communiquer ces informations? Alors, dis-nous tout. Alors, sous format papier, le plus simple, mais par tout moyen, de manière générale, conférant une date certaine à l'information que vous leur donnez. Donc, ça peut passer par le biais d'un format électronique, si, évidemment, le salarié dispose des moyens pour accéder à cette information, de l'enregistrer et de l'imprimer. Quant à vous, de votre côté, eh bien, assurez-vous de conserver le justificatif de transmission de ces informations et la date à laquelle vous l'avez fourni. Oui, il ne faut pas donner sur une feuille volante, il faut quand même éviter. Voilà, si vous n'avez plus la preuve que vous leur avez communiquée, ça peut être dérangeant. Sachez qu'un arrêté va fixer les modèles de documents, mais pour l'instant, on ne les a pas. N'oubliez pas, bien entendu, les salariés qui auront été présents avant la date du 1er novembre. Vous avez déjà des salariés dans l'entreprise. Il n'y a pas de raison que seuls les nouveaux soient informés de ces informations. Donc, les anciens aussi vont devoir bénéficier des informations complémentaires que vous ne leur auriez pas divulguées éventuellement. Informez-les en cas de modification de ces éléments. Et puis, s'il s'agit simplement de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles, vous n'avez pas besoin de leur faire part de ces modifications, par écrit en tout cas. En cas d'oubli, Alexia, alors, qu'est-ce qui se passe? est-ce grave? Un petit peu quand même. Quelles sont les sanctions? Alors, si vous oubliez de leur communiquer ces informations, bien les salariés peuvent vous mettre en demeure de leur communiquer. En l'absence de réponse de votre part dans un délai de 7 jours, les salariés pourront saisir le conseil de prud'homme. N'allez pas jusque-là, bien entendu. Communiquez-leur les informations dont ils ont besoin dans les temps. Voici pour ce sujet d'actualité. Alors, Alexia, en ce qui s'agit des obligations qu'un employeur a vis-à-vis de son salarié, je crois que tu voulais nous faire un petit rappel sur les obligations vis-à-vis de la médecine du travail. Voilà. Oui, effectivement, parce que c'est vrai que c'est des choses qui peuvent passer un petit peu aux oubliettes. Donc, pour rappel, l'employeur a l'obligation d'adhérer au service de la médecine du travail, quel que soit l'effectif. Ce service permet d'effectuer les visites de médecine médicale obligatoire. La visite médicale d'embauche, elle concerne tous les salariés, donc CDI, CDD, pour les contrats de travail temporaire. Il n'y a que les stagiaires. Contrats d'apprentissage, vraiment
il est vraiment important de faire ces visites médicales. L'employeur a 3 mois après la prise de poste effective, donc pour effectuer la visite médicale auprès de la médecine du travail. Alors ça, c'est la règle de base. La règle de base. Et comme toute règle, on a des exceptions. Évidemment, sinon ça serait trop simple. Donc attention aux mineurs, travailleurs de nuit, suivi renforcé, la visite doit être faite avant l'embauche. Voilà, il y a certains cas, c'est avant, hein, n'oubliez pas. Donc voilà, sur ce point, voilà, soyez vigilants. Et ensuite, Cécile, tu finis par ton petit cadeau de Noël. Un petit cadeau de Noël, je crois que le Père Noël est passé un petit peu en avance cette année. Alors, nous avons la loi partage de la valeur qui vient remodeler les contours de la prime de partage de valeur. Elle nous apprend plein d'autres choses, mais ça, je vous réserve ces actualités pour l'année prochaine. En attendant, il y a une mesure qui effectivement vous intéresse dès le mois de décembre, puisque cette loi rentre en vigueur au 1er décembre. Et donc, du coup, qu'est-ce qui vous intéresse ? La fameuse PPV, la prime de partage de valeur. Alors désormais, on peut en verser 2 par année civile, contre une seule jusqu'à présent. Jusqu'à aujourd'hui, vous pouviez prévoir des versements fractionnés. Vous pourrez toujours prévoir des versements fractionnés, mais il n'y avait qu'une seule prime de partage de valeur qui était distribuée éventuellement en plusieurs fois. Donc depuis le 1er décembre, vous pouvez décider d'en verser 2. Donc si vous l'avez déjà fait en 2023, vous pouvez en refaire une sur le mois de décembre au titre de l'année 2023. Cette seconde prime va bénéficier exactement du même régime social et fiscal de faveur que la première prime. Les plafonds sont exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'on a un plafond d'exonération à 3 000 € ou 6 000 dans certains cas sur lesquels je ne vais pas revenir dessus. Mais si vous avez déjà versé par exemple 2 000, vous n'avez plus que 1 000 € d'enveloppe exonérée. Vous pouvez reverser 2 000, mais les 1 000 € supplémentaires seront soumis à charge. Et donc moins d'intérêt, que ce soit pour l'employeur et puis pour le salarié. Moins d'intérêt, mais c'est toujours quand même sympa d'avoir une petite prime de fin d'année. Mais bon, si on reste sur la limite d'exo, comme ça, voilà, la limite d'exo ne bouge pas. Tout le monde est content. Mais on peut faire un deuxième cadeau quand même. Oui. Autre mesure importante qui est intéressante, c'est que l'exonération de CSG, CRDS et d'impôt sur le revenu sur cette prime qui était valable que jusqu'à fin 2022 et jusqu'à fin 2023, va se poursuivre pour une nouvelle période de 3 ans dans les petites entreprises. Les petites entreprises, c'est les entreprises de moins de 50 salariés et donc cette exonération va se poursuivre jusqu'à fin 2026. Autre mesure qui vous intéresse, mais celle-ci est en attente de la publication d'un décret, donc elle n'est pas encore en vigueur, c'est que la prime de partage de valeur pourra désormais être versée sur un plan d'épargne salariale ou un plan d'épargne retraite entreprise, avec abondement possible de l'employeur. Donc les abondements sont exonérés de charges également et d'impôts dans certaines conditions. Et puis toujours exonération d'impôts sur le revenu, dans les mêmes limites que celles prévues pour l'exonération des cotisations et d'impôts sur le revenu réservées aux petites entreprises. Donc en gros, dans les petites entreprises, on aura toujours une exonération de CG, CRDS, d'impôts sur le revenu en 2024, 2025, 2026. Dans les entreprises de plus de 50, on n'a pas cette exonération-là, sauf si vous permettez de verser cette prime de partage de valeur sur un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne retraite. Eh bien, Cécile, je pense qu'on en a terminé pour cette actualité. Tout à fait. Eh bien, donc, on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'année. Une bonne fin d'année. Belle fête de fin d'année. Voilà. Et puis, nous nous retrouvons l'année prochaine. Pour de nouvelles aventures. Rebondissements. J'espère pas trop quand même. Oui, mais l'actualité va être riche quand même, je vous le dis. Donc, n'oubliez pas de vous reconnecter en janvier et de nous suivre parce que nous aurons plein d'informations à vous communiquer. D'ici là, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et à bientôt. Au revoir. Bonjour Sonia. Bonjour Ismaël. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette séance d'actualité fiscale. Nous avons choisi comme thème aujourd'hui de vous évoquer tout d'abord la charte des contribuables vérifiés qui a été récemment modifiée. Ensuite, de vous évoquer un récent amendement du gouvernement au sujet des cotisations et des contributions sociales des travailleurs indépendants. Et enfin, une récente décision du Conseil d'État au sujet des conditions d'application de l'article 151 septies du Code général des impôts. Donc en effet, nous allons commencer par évoquer une mise à jour récente du BOFIP relative à la saisine du supérieur hiérarchique. Donc depuis le 15 novembre 2023, le BOFIP resserre les délais de saisine de l'inspecteur principal. Désormais, en cas de contrôle, le contribuable dispose de 30 jours à compter du rejet de ses observations par l'administration fiscale pour saisir le supérieur hiérarchique contre aucun délai auparavant. Notre conseil, c'est donc de vous inciter à communiquer très rapidement les documents dès que vous le recevez à vos conseils afin de mieux préparer votre défense et d'anticiper les délais. Lors de la dernière vidéo d'actualité, je vous évoquais déjà une décision de la Cour de cassation au sujet des dividendes
versés par une SEL à une SPFPL qui ont été inclus dans l'assiette des cotisations sociales. Je reviens encore sur cette décision parce que dans sa continuité, le gouvernement, comme je le disais en introduction, a entamé, n'est-ce pas, un amendement pour modifier et pour simplifier les règles applicables aux revenus des travailleurs indépendants. Pour rappel, cette décision a eu lieu s'agissant des dividendes versés par une SEL à une SPFPL dans laquelle exerce un chirurgien dentiste. Donc, pour statuer ainsi sur le fait que ces dividendes doivent être inclus dans l'assiette des cotisations sociales, la Cour de cassation s'est appuyée sur l'article L131-6 du Code de sécurité sociale et sur des éléments de fait, notamment celui selon lequel, par exemple, la SEL était détenue à 99% par la SPFPL, SPFPL elle-même détenue par le chirurgien dentiste. Donc, pour en revenir à l'amendement entamé ou du moins arrêté par le gouvernement, il s'agit de simplifier les règles, notamment en modifiant les dispositions des articles L136-3 et L131-6 du Code de sécurité sociale, de les harmoniser afin d'avoir une assiette cohérente des cotisations et des contributions des travailleurs indépendants et des non-salariés agricoles. Enfin, nous allons aborder un arrêt récent du 4 novembre 2023 dans lequel le Conseil d'État a apporté des précisions sur l'application de l'article 151 septième du CGI en cas d'activité distincte. Donc, pour rappel, l'article 151 septième du CGI permet d'exonérer les plus-values professionnelles en cas de cession d'un actif immobilisé lorsque l'entreprise ne dépasse pas certains seuils de chiffre d'affaires. En outre, pour bénéficier de ce régime, l'activité doit être exercée depuis au moins 5 ans. Dans cet arrêt, l'administration précise que le délai de 5 ans doit être apprécié eu égard à l'activité exercée et non globalement au niveau de l'entreprise. En l'espèce, il s'agissait d'une entreprise agricole qui exerçait une activité depuis plus de 5 ans. Cette entreprise a acheté et installé des panneaux photovoltaïques et au bout de 2 ans, cette entreprise a vendu ces panneaux et fait application de l'article 151 septième du CGI. L'administration fiscale a remis en cause l'application de cette exonération au motif que l'activité de panneaux photovoltaïques a été exercée depuis seulement 2 ans. Ici, il est donc indifférent que l'activité agricole ait été exercée depuis plus de 5 ans, puisqu'on apprécie le délai au niveau de chaque activité et qu'en l'occurrence ici, l'activité de panneaux photovoltaïques a été exercée depuis seulement 2 ans. Donc voilà, c'était tout pour cette actualité fiscale. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Rendez-vous en janvier 2024.